Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Linkel fait sa table ronde. Donc la table ronde qui décortique l'entrepreneuriat dans toutes ses facettes en balayant tous les secteurs d'activité. Donc pour ce premier épisode, je suis ravie d'accueillir donc Aurore Batt, fondatrice d'Arimedia, et Maxence Briet, cofondateur d'Alister. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde de l'audiovisuel. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci à toi. Merci, bonjour. Je pense que dans un premier temps, tout simplement, je vais vous laisser vous présenter. Donc, honneur aux dames. Merci, Lévi. Je suis Aurore Batt, fondatrice et dirigeante de l'agence Arimedia. Nous, on est une société de production vidéo pour les entreprises. Donc, on fait du film d'entreprise, de la publicité et du motion design. Et on a pour ambition de faire accéder à la vidéo professionnelle à toutes les entreprises, quels que soient leurs besoins, leurs objectifs et leur budget aussi. Ok, très bien. Maxence ? Quant à moi, je suis également dans la production vidéo, mais sur du live. En gros, que ce soit pour des contenus sportifs, on filme des matchs en direct qu'on diffuse en direct sur Internet. Souvent, c'est les sports justement qui intéressent moins la télé, que ce soit du hockey sur glace, du football américain, et également des contenus en direct pour le milieu de l'entreprise, où là maintenant, beaucoup de grosses sociétés qui ont beaucoup de collaborateurs sur tout le territoire ont besoin, en fait, les directeurs d'entreprise organisent des lives, ce qu'on appelle aussi des webcasts, voilà, des émissions d'entreprise, où le temps d'une journée, on transforme leur salle de réunion en un plateau télé. Voilà. Et donc là, ils peuvent communiquer sur leur nouvelle stratégie d'entreprise, sur plein de choses. Et les collaborateurs aux quatre coins de la France peuvent voir ce qui se passe au QG. Dans un premier temps, la question, c'est donc pourquoi le monde de l'audiovisuel ? J'y vais, allez. Bien sûr. Et ben moi, le monde de l'audiovisuel, parce que c'était mon rêve d'enfant. Je voulais faire du cinéma, de la télé. Je voulais être dans la vidéo. J'en ai toujours fait depuis toute petite. J'ai toujours eu des caméras, des tables de montage, de mixage. Enfin voilà, c'était mon truc. Donc voilà, moi ça vient de l'enfance. D'accord. Et pour toi ? Très, très similaire. En fait, c'est que je remarquais que j'avais un peu de mal à profiter quand je voyais un film ou quand je voyais une série ou quand je voyais quelque chose. Je me dis, ah, mais on aurait pu faire ça. Ah, bah tiens, j'ai envie de faire la même chose, mais avec une parodie, des choses comme ça. Et en fait, j'ai remarqué rapidement que je prenais plus de plaisir à créer qu'à consommer, en fait. Certaines œuvres artistiques. Bien sûr, il y a besoin des deux aussi, parce que pour créer, il faut pas mal de billes. C'est pour ça que dès 12-13 ans, en fait, avec le caméscope de la famille s'est transformé en caméra Panavision 35 mm, voilà, pour faire des petits films. On a fait des westerns avec les copains, des choses comme ça. Carrément. Et puis, ouais, c'était drôle. Des westerns avec des cow-boys de 13 ans qui transformaient leurs chevaux en mobylettes. Il y a les archives de tout ça ou pas ? On veut voir. C'est Alina, bien sûr. Donc voilà, et puis ensuite, après, ça s'est fait progressivement. Et après, on en reviendra peut-être plus tard, mais c'est que donc au départ j'étais technicien, j'ai vraiment aimé être technicien, et la bascule là de ces quelques années, c'était le montage de la société, et donc passer de la technique à justement à la gestion d'entreprise, en fait, même si c'est dans le même secteur, c'est pas du tout le même quotidien, mais voilà. Ouais, c'est ça, on change de métier. Enfin, c'est ça. vraiment, moi aussi je l'ai vécu comme ça, quoi. C'est un changement total. Enfin, je sais pas, on va peut-être y revenir. Mais... j'allais rebondir dessus. Du coup, quel a été le déclic du coup de ce changement de statut et jusqu'à la création d'Alister, notamment avec Quentin, qu'on salue au passage. Une fois que j'ai fait mes études dans l'audiovisuel, je suis monté sur Paris, j'ai fait pas mal de stages sur des tournages. Et puis, la marche à suivre, en fait, souvent, c'est quand tu es technicien, c'est tu restes pendant quelques années à travailler chez un loueur de matériel. Parce qu'en fait, sur les tournages, les caméras qui sont utilisées, c'est exactement comme une location de voiture. On va louer chez des prestataires la caméra avec tel objectif, parce qu'il y a plein de caméras très différentes. D'accord. Et en fonction de ce qu'on va filmer, est-ce que c'est
un film avec beaucoup de slow motion, un film qui va tourner de nuit, donc il faut une sensibilité différente. Donc toutes les grosses productions au cinéma, en fait, louent des caméras en fonction du tournage. Donc moi, pendant 5 ans, j'étais justement à bichonner ces caméras, à les réparer. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, ces caméras qui normalement étaient prévues pour le cinéma, et ben en fait, c'était Vuitton, Chanel qui commençaient à nous les louer pour filmer leur défilé et le diffuser en direct sur Internet. Et j'en parle à ma copine de l'époque. Je lui dis, mais il y a... Imagine là maintenant, il y a un on petit peut filon tout filmer. Il y a un petit filon. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, en fait, j'avais toujours, je pense, par rapport à cette idée de créer, l'entrepreneuriat me fascinait depuis tout le temps. Mon père m'en avait souvent parlé. Mais le problème, c'est que je me suis dit, oui, mais si je suis auteur, si je suis réalisateur, si je suis même juste producteur dans une agence, il n'y a pas le côté création d'une entité, en fait. Ouais. Et là, je me dis, il y a un marché qui est en plein essor. J'ai toutes les compétences de technicien là depuis 5 ans. Voilà. Et surtout, j'ai rencontré beaucoup d'autres techniciens. Voilà, j'avais l'habitude de travailler avec eux, donc je leur avais déjà inconsciemment fait passer des entretiens. Et là, je me dis, lançons-nous, quoi. J'avais pas prévu le Covid. Voilà. Je pense que personne, malheureusement. Donc 6 mois avant, voilà. Mais à part ça, c'est comme ça que j'ai fait la transition. D'accord. Et toi, de ton côté, du coup, alors pourquoi se focaliser surtout sur les films institutionnels et surtout, du coup, quelle est l'approche en fait pour justement pour ces films-là? Alors, pourquoi me focaliser dessus ? Ça, c'est venu un peu par hasard, je dirais. J'ai fait des études de réalisation, cinéma, télé, et ensuite, je me suis spécialisée dans le montage et le motion design, qu'on n'appelait pas encore comme ça en France. Donc j'étais monteuse truquiste en agence et puis ensuite à mon compte. Et en fait, quand je travaillais dans l'agence dans laquelle je suis restée 4 ans, je crois, on faisait de la publicité. D'accord. Et à côté de ça, on développait des films d'entreprise, un peu comme ça au départ. Et puis ça a commencé à prendre une part importante du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et la vidéo institutionnelle était en train de devenir de la vidéo marketing. Tu vois, c'était le début de ça. Et je me suis dit, mais oui, toutes les entreprises vont avoir besoin de communiquer. Et la vidéo était en train de prendre un essor. Alors, j'ai l'impression de parler comme une vieille, comme si, mais tu vois, c'était les débuts de Facebook, de tout ça. Enfin, voilà, il n'y avait pas encore tout ce trafic vidéo sur Internet, quoi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se jouer. Pour moi, voilà, c'était naturel d'aller vers la vidéo d'entreprise, tout en gardant un pan publicité, parce que j'ai des connaissances. Voilà, il y a certaines choses à savoir quand tu fais de la pub télé. Donc ça, j'avais cette connaissance, donc j'avais envie de garder ça. Et en même temps, la vidéo institutionnelle n'est plus du tout ce qu'elle était. Enfin, aujourd'hui, on peut tout faire. On peut faire des fictions, des web-séries, du motion design. Enfin, voilà, il y avait tout à créer. Enfin, il y a encore tout à créer, d'ailleurs. Ça s'arrête jamais. Donc, voilà pourquoi je suis partie dans ce secteur-là, dans cette niche, entre guillemets, du film institutionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque part des codes à respecter ou pas spécialement ? Je crois qu'aujourd'hui, justement, j'ai l'impression qu'il faut plutôt inventer les codes que respecter certains codes. D'ailleurs, les boîtes qui marchent bien aujourd'hui, c'est justement celles qui ont ramené des codes du clip, de la fiction, du cinéma. C'est ceux qui arrivent à mettre du street art. Voilà, c'est ceux-là qui marchent bien. C'est ceux qui font une vraie proposition artistique. Donc des codes à respecter, oui et non, parce que tu restes dans l'univers de l'entreprise. Donc, tu as face à toi des personnes qui sont souvent dans des grosses boîtes avec une hiérarchie. Voilà, tes clients, souvent, c'est pas des petites agences, sauf si tu es prestataire d'agence. Mais si tu as les clients en direct, voilà, ça reste des boîtes dans lesquelles, oui, il y a des codes institutionnels à respecter. D'accord. C'est vrai qu'il y a tout le côté, la plupart de ces sociétés ont leur charte graphique, ont leur image, leur valeur. Nous, on aime bien avec Aurore prendre vraiment le temps avant de sortir la caméra, de bien comprendre de quoi il en ressort, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. En fait,
en parlant de code, c'est surtout prendre le temps déjà dans un premier temps de voir ce que le client veut. Mais après, je dirais même qu'il y a même plus de liberté que ce que je pensais. Quand je suis arrivé dans le milieu de l'entreprise, je me suis dit, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit ci, ça. Et au final, ils sont vachement demandeurs d'originalité et autres. Je ne sais pas si tu partages... Complètement, je partage complètement ton avis. Au contraire, et d'ailleurs, souvent, quand on répond à des appels d'offres et qu'on leur demande qu'est-ce que vous attendez de nous, à chaque fois, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez force de proposition, que vous soyez créatif, que vous nous poussiez un peu dans nos retranchements, justement, que vous nous permettiez d'aller un petit peu plus loin et qu'on puisse réussir justement à casser un peu nos codes, nous, d'institutionnels. Et ça, c'est vraiment une grosse attente des clients. Ouais. Très bien, parfait. Ça permet c'est bien de voir que du coup, vous faites évoluer les choses. En même temps, ça vous permet de grandir aussi. Est-ce que du coup, en termes de... je suppose que oui, la réponse est oui, mais peut-être vous allez le développer. En termes de technique aussi, ça a évolué. Et par rapport du coup au projet que vous avez, qu'est-ce que vous êtes en mesure de mettre en place? Comment ça a évolué de ce point de vue-là? Je vais peut-être te laisser parler parce que pour le coup, le live, ça, c'est une vraie évolution des dernières années. Ouais. Et enfin, vas-y. Non, mais t'as raison, en fait. C'est que le métier que je fais là actuellement n'existait pas il y a 10 ans, en fait. Et donc déjà, c'est des fois un peu compliqué pour l'expliquer aux membres de la famille. Voilà. Par exemple, je fais quoi mon petit frère est poissonnier. Lui, de son côté, quand il explique son métier, c'est simple. Ça existait depuis 2000 ans. Il y en avait déjà dans Astérix et Obélix, des poissonniers. Il n'y avait pas de producteur de live stream. Mais au final, ce qui fait que pourquoi là, ça a été créé il y a une dizaine d'années. En gros, c'est des événements directs qu'il y en avait à la télé avant, depuis 30, 40 ans en fait. Et là, si ça arrive sur Internet et qu'on puisse aller vers de nouveaux publics, c'est parce qu'il y a des avancées technologiques de dingue qui se sont passées ces 10 dernières années, notamment quand j'étais en poste dans ma société de location de caméras qui s'appelle Photosynarens. Et en fait... on a baissé, je pense, de 70% les coûts d'une production, en fait. Et grâce à ça, on a pu commencer à démarcher des clubs de sport sans passer par des ligues qui, là, trouvaient un budget, alors qu'il y a 10 ans, ça coûtait... je vais pas donner des prix parce que ça va pas parler sans donner tous les détails. Mais là, clairement, si je fais ce métier-là, c'est parce qu'il y a des nouvelles caméras, des nouveaux mélangeurs qui sont sortis sur le marché ces dernières années, qui ont permis, de répondre à un système, à une économie en fait, qui n'était pas possible plus tôt. Et ça, c'est cool parce que nous, on est quand même moi, je suis technicien à la base, et de se dire que tous les 6 mois, il y a de nouvelles caméras qui sortent, qui vont nous permettre d'optimiser notre temps d'installation, qui vont baisser justement la fatigue des techniciens parce que ça va être beaucoup plus facile à transporter, du matériel plus fiable qui vont me permettre de faire moins de nuits blanches parce que je sais que derrière, on va faire un live sans coupure, sans interruption et autres. C'est drôle de se dire, le métier que j'exerce n'existait pas il y a une dizaine d'années. Ouais, c'est beau. Et est-ce que c'est facile de suivre du coup? Parce que c'est vrai que surtout dans votre secteur, ça évolue très rapidement. Est-ce que c'est facile de suivre la cadence? Ça, c'est une des contraintes du métier. Il faut suivre absolument les actualités de qu'est-ce qui sort, quels sont les nouveaux matos, quels sont aussi, moi je vois à côté post-production. C'est pas forcément du nouveau matos, mais c'est plus des mises à jour. C'est pareil, quoi. Le montage, ça a complètement changé, évolué. Enfin, les possibilités sont complètement dingues. Plus ça a vraiment évolué et il faut se tenir au courant absolument des nouveautés qui sortent. Ça, on est obligé de le faire parce que sinon, on va perdre le fil et on va pas réussir à rester compétitif. Ouais. Je sais pas pour toi, moi c'est un plaisir de regarder un peu ce qui se passe. C'est ça qui est cool quand tu sais que derrière ça va te servir. Mais je dirais aussi que faut pas non plus s'enfermer là-dedans. Parce que quand j'étais jeune, et moi le premier, où je faisais des petits films ou autres, je me disais déjà mon prochain film sera mieux quand j'aurai la dernière Sony. Mon film sera mieux, voilà. Et les profs de scénario de ça me disaient non, c'est quand tu auras un vrai scénario que ton film sera mieux en fait. Et c'est vrai qu'on a toujours, peut-être
aussi quand on est jeune, tendance à se dire ah ben la technique va augmenter la qualité. La technique a totalement ses limites. Et on connaît tous plein de films aux États-Unis où l'image est irréprochable, mais derrière, on va même pas en parler à la sortie parce que le scénario est bidon, parce qu'on s'est embêté ou quoi que ce soit. Et je dirais que là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être sur un tournage avec la plus belle des caméras. Si derrière, on a fait une faute de frappe sur le nom de l'intitulé de notre client ou quoi que ce soit, lui, il s'en fiche que la caméra coûte 40 000 balles. C'est foutu, ouais. Par contre, qu'on ait mis docteur au lieu de professeur, voilà, c'est la fin du monde sur le titrage nom, en fait. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de pas du tout s'enfermer là-dedans. D'accord. Et pas se dire, parce que beaucoup de sociétés aussi, comme la mienne, ont investi dans du matériel. Je sais aussi que dans 6 mois, il y a 2 nouvelles caméras qui vont sortir et ne pas commencer à dire, mais ça y est, ma caméra est obsolète ou repartir dans un nouveau plan de financement pour revendre. Parce que ça, c'est du temps de perdu. Donc, il y a des investissements importants à faire. Mais une fois qu'ils sont faits, il faut accepter aussi que, cool, tu as les dernières caméras, mais dans 1 an, ce sera une autre production qui vient de se monter, qui a les dernières caméras. Et voilà, et ça fait partie du jeu. Et surtout, ne pas se flageller et faire une fixette là-dessus. Non, mais c'est un bon point de vue. Et justement, tu disais, il y a 10 ans, ton métier n'existait pas. Du coup, comment vous le voyez dans, on va dire, ne serait-ce, je veux dire, 5 ans? On ne va pas aller trop loin déjà. De par là où on en est actuellement, comment vous le voyez? Enfin, qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça pourrait évoluer, à votre avis? Il y a le métaverse qui arrive. Le fameux métaverse, c'est là. C'est ça. Voilà, ouais, non. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment justement quand même se tenir au courant justement des avancées, essayer, si on le peut, d'être visionnaire sur ce qui va se passer. Et en tout cas, tant qu'on ne sait pas trop, moi, à mon avis, il faut rester informé. Il faut rester ouvert un peu à tout. La vidéo interactive et l'interactivité de la vidéo, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller de près, à mon avis. Maintenant, je pense qu'un bon film, ça reste un bon film dans 30 ans. Un bon film aujourd'hui, ça sera un bon film dans 10 ans. Tout ne va pas complètement changer. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont évoluer. Tout va pas être complètement bouleversé. Enfin, moi, je crois pas à ça, en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, totalement. En gros, prenons l'exemple de la 3D. La 3D, tout le monde s'est dit, il va y avoir que des télés en 3D en 2015 et tout. Et puis flop. Flop parce que c'était très contraignant, parce que c'était contraignant au tournage. Donc, c'était des coûts pharaoniques. Et en plus de ça, il y avait aussi la contrainte de porter des lunettes, d'avoir le téléviseur. Donc, c'était des contraintes des 2 côtés. Donc, je dis pas que la 3D, c'est mort. Peut-être que ça reviendra avec un nouveau système. Ce que je vois aussi, c'est que là, beaucoup de gens nous disent « Ah, mais attention, le live, parce que dans quelques années, il y aura le métaverse. » et tout ça. Le métaverse, ça implique que les personnes s'immergent, qui consomment. Ouais, justement, je voulais vous poser la question de concrètement, parce que j'entends métaverse sans arrêt, mais j'ai du mal un peu à me dire concrètement, on va être quoi, notre propre avatar, ou concrètement ça va être quoi en fait, si d'ailleurs vous deviez l'appliquer? Ce que j'imagine, c'est que par exemple, si une société veut justement s'y mettre au métaverse, c'est-à-dire que, prenons l'exemple par exemple d'une société bancaire avec plein de collaborateurs. D'accord. Ils demandent à un développeur de créer donc un monde, la banque. Cette fameuse banque dans un jeu vidéo où chaque employé va créer son personnage. Et à l'intérieur, ce personnage va pouvoir envoyer des emails, communiquer avec certaines personnes et autres. Donc, c'est immersif. Donc, sur le côté, on va dire, dans le côté privé, je pense que le métaverse a tout son sens. Dans le côté professionnel également. Mais ça amène de nouveaux questionnements. C'est-à-dire que là, nous, des fois, on a des soucis avec les clients sur du live classique qui n'ont pas le bon lien pour se connecter sur le YouTube, si ça. Et on voit déjà que nos clients nous disent il faut absolument qu'on fasse beaucoup d'efforts juste pour qu'ils arrivent sur la vidéo. Alors que c'est une vidéo classique sur Internet. Donc là, je me dis qu'une fois que toutes les personnes dans la banque, les collaborateurs auront créé leur avatar, se seront connectés et tout ça, il y a quand même encore un peu de marge. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a énormément de choses positives là-dedans, le côté immersif qui peut créer aussi vachement plus de liens, et ramener quelque chose de très ludique, qui a peut-être un peu moins dans le live classique. Mais encore une fois, je pense que pour y passer, il va falloir tellement de temps et tellement d'énergie
pour que tous les collaborateurs s'y mettent, qu'il y a encore un peu de temps devant nous. Je sais pas si je suis... Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il y a des trop grosses contraintes techniques qui sont pas résolues, qui font que on n'y est pas encore quand même. Et puis, est-ce que notre métier à nous, vraiment de l'audiovisuel, en l'occurrence là, un peu B2B, enfin pour les entreprises, est-ce que lui, il va être bouleversé par ça, ou est-ce que finalement ça va être un autre secteur? Enfin, tu vois, le métaverse va être un autre secteur que le nôtre. Enfin, voilà, tout ça n'est pas très défini quand même pour le moment, je pense. Totalement, parce qu'en effet, on est vraiment aux prémices, quoi. Ouais, je pense que ça va pas mal bouleverser le milieu du jeu vidéo. Ouais, et ceux qui, justement, sont jeux vidéo vont peut-être tirer un peu leur épingle du jeu avec le métaverse. Mais encore, c'est bien que tu l'évoquais parce que j'avais ça en tête, parce que littéralement, avec ce que tu as décrit, je vois pas trop la différence entre un jeu vidéo. Parce que tu es immersif. C'est ça. Tu es ton personnage et puis... Et moi, de mon point de vue, je préfère limite que ça reste côté professionnel, parce que côté personnel, déjà qu'on est déjà englué dans les réseaux sociaux et tout, en plus, on est vraiment, on vit notre vie à travers ça. On vit pas réellement. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais beaucoup de gens, justement, apprécient les jeux vidéo et le métaverse parce qu'ils sont une personne, on va dire, différente que ce qu'ils sont dans la vraie vie, en fait. Donc, des gens, des fois, qui sont un peu introvertis ou quoi que ce soit, vont privilégier ce type de technologie et se créer plus de réseaux et créer des échanges que si dans la vraie vie. En fait, je pense que c'est un plus, mais après, il faudrait pas que ça dépasse le réel, je trouve. C'est de trouver le juste milieu. Métaphysique. Exactement. Métaverse, métaphysique. C'est un espèce de réseau social en vrai faux. Quoi. Ouais. C'est ça, en vrai faux, oui. C'est ça. Ouais, parce qu'on le construit sur la base du réel, mais en étant dans la fiction, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, mon autre question, c'est donc, depuis tout à l'heure, on parle surtout donc, comment vous avez commencé. Et on sent déjà que vous êtes animé par ce que vous faites, mais en ayant la casquette de chef d'entreprise. Donc, du coup, ça implique de déléguer et d'être un petit peu en retrait sur la partie créative. Alors, du coup, comment on trouve l'équilibre? Est-ce que vous arrivez quand même à concilier les deux, entre guillemets, ou du coup, la casquette de chef d'entreprise prend le pas sur, du coup, la partie création? Alors moi, aujourd'hui, clairement, j'ai quand même presque plus le pied au niveau, dans le montage. Voilà, c'est plus moi qui techniquement fait les montages. D'accord. Ça a été quelque chose de super au départ parce que quand j'ai monté mon agence, du coup, j'étais moi-même monteuse, donc voilà, j'avais une personne de moins, on va dire, à prendre dans l'agence. Mais j'avais comme objectif de monter une équipe et justement de me retirer petit à petit de cette partie-là. Et donc, je suis dans la création, mais plutôt dans la création globale. Par contre, j'ai gardé l'écriture. D'accord. J'écris pas tous, mais la plupart des scripts des vidéos qu'on fait, où je coécris. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, avoir une vision en amont. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais monté mon agence. Parce que moi, donc, j'étais en post-production. Donc, j'avais tendance à recevoir des rushs avec un petit brief. Et voilà, et je trouvais que c'était pas assez construit au départ du projet. Okay. Et du coup, je me retrouvais un peu à devoir me dépatouiller avec ce qu'on me livrait. Et donc ça a été une de mes grosses motivations à monter une agence. C'était, moi, je veux faire le projet de A à Z, je veux le réfléchir en amont avec le client et mettre le client au cœur du projet aussi, parce que ce que j'avais constaté, c'est qu'on finissait par livrer un film et le client disait, mais en fait, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Et en fait, ça n'avait pas été assez travaillé en amont. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos besoins? À quoi on doit répondre, quoi. La vidéo comme outil marketing, ça, c'était vraiment mon leitmotiv à avoir une agence qui prenne les projets du début à la fin. Ouais, je comprends. Et en étant justement gérant, comme c'est nous qui sommes souvent en contact avec nos clients dès le début, c'est à nous que dès le départ, ils vont s'adresser sur ce qu'ils veulent ou autre. Donc, comme fait Aurore, c'est-à-dire de
superviser toute la partie, tout de A à Z le projet, mais en mettant l'accent sur la création, le contenu, c'est assez pertinent parce qu'en fait, c'est nous qui connaissons le mieux notre client. Et c'est vrai qu'après, j'imagine, est-ce que sur des projets plus ambitieux, des fois, tu fais appel aussi à des personnes pour t'aider à l'écriture Ouais, bien sûr. Ouais. Quand c'est des projets plus ambitieux ou je sais pas, une série ou enfin voilà, bien sûr, je fais appel à des extérieurs quand c'est un projet plus, je vais pas dire plus simple, mais voilà, une vidéo assez courte sur un thème que je connais ou un client que je connais très bien. J'essaie de le garder parce qu'en plus ça me permet de savoir exactement ce qui va être produit. Et du coup, en fait, je suis le chef de projet quoi, à ce moment-là du film qui va être réalisé. Et par rapport justement au côté technique, moi, ça a été un gros défi de sortir de là. Parce qu'en fait, quand on est dans le cœur de métier, dans la technique, c'est quelque chose qu'on maîtrise et c'est là où on se sent bien et on peut limite prendre un peu trop nos aises là-dedans. Et au lieu d'aller démarcher en se disant oui, mais il y a toujours des câbles à réparer. Au lieu d'aller démarcher, oui, mais il faut faire un inventaire du matériel, c'est aussi important. Et au bout d'un moment, de se dire je bosse, mais au niveau des marchages, j'ai pas eu le temps. Et justement, c'est en discutant avec d'autres personnes, notamment Quentin, mon associé, qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et qu'au final, si je voulais que la société évolue, je pouvais plus rester à la technique. Et en fait, obligatoirement, quand tu commences à être gérant d'entreprise, tu as d'autres missions qui t'incombent, comme la comptabilité, le côté financier. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à faire des erreurs sur la technique, parce que je n'étais plus concentré. Okay. Donc, pas sur les tournages, bien sûr, mais quand je louais du matériel, et des fois, j'oubliais certaines petites choses. Donc, ce qui fait que le caméraman me faisait la remarque le jour du tournage. Okay. Et là, je me suis dit, mince, là, je suis dans un carcan, c'est-à-dire qu'avant, la technique, je la faisais... C'était mon truc. Et là, de faire des erreurs que j'aurais jamais fait il y a quelques temps, je me dis, là, il y a un hic. Il faut sortir de là. Et là, ça a été un long processus parce qu'il faut former des personnes. Le problème qu'on a aussi dans le live, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à, je dirais, la majorité des métiers, j'ai des amis qui sont carreleurs, qui sont maçons. Il y a une erreur. OK, c'est très grave, il y aura des impacts, mais on pète le carreau et on en remet un nouveau à la place. Voilà. Là, le match, on va pas demander de rejouer le match parce que... Pour commencer, les gars, on a fait une petite boulette là. Il y a des 1000 anecdotes. Voilà, donc c'est très stressant. Et c'est pour ça qu'au niveau de la formation aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je passe beaucoup de temps avec les clients à définir les projets. Je passe aussi énormément de temps avec les techniciens en amont pour bien leur expliquer les valeurs d'Alister et leur rôle le jour J, parce que chaque minute est comptée le jour J. Et en fait, je me suis plu en fait, à m'éloigner de la technique. Au début, ce qui était très compliqué, mais au final, j'ai apprécié parce que, comme je vous disais, ce que j'aime, c'est créer. En fait, on ne peut pas créer quand on range des câbles. Tous ces postes et toutes ces missions bout à bout qui donnent le contenu global, en fait. Et donc, de m'extirper de tout ça pour pouvoir chapeauter la totalité, et au final, j'ai aimé, en fait. Parce que j'étais beaucoup plus aussi avec le client. Je me souviendrai toujours que je rangeais les câbles avec mon équipe et mon équipe aimait bien. Mais il y a certaines personnes qui disent non, toi, ta force là, en tant que producteur, c'est d'aller serrer des paluches à la fin. Surtout si ton client est content, il va peut-être te faire rencontrer d'autres mondes. Sûr. Et donc là, tu vois, j'étais des fois, mais non, mais il faut que j'aide mes techniciens. Et puis, mais peut-être qu'au final, j'aurais dû engager un technicien de plus. Et derrière, que tous mes techniciens, justement, n'aient pas besoin de mon aide. Et moi, aller à la place où je dois être. Et ça, c'est très compliqué. Et ça dépend aussi, peut-être qu'au final, c'est que j'étais plus à l'aise à rester avec mon équipe au départ. Voilà. Mais une fois que tu l'as fait... Avec le temps, tu as évolué. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, j'ai vu aussi que si derrière, j'étais à la technique, qui allait trouver des contrats aussi. Donc, pour que ma boîte vive. Et puis même ça, c'est-à-dire que mes techniciens, au bout d'un moment... Je dis mes techniciens parce qu'on a vraiment développé un esprit de famille avec plusieurs directeurs techniques et puis des caméramans. Et même eux avaient envie de me dire « Prends des vacances, Maxence, fais-nous confiance ». Et on a fait justement un jour, là c'était il y a 6 mois, ils m'ont dit « Maxence, là on a un live, mais tu avais dit que tu partais en vacances, pars en vacances ». C'était compliqué, Non, mais je partirai le lendemain. Et le live était le samedi soir, c'était un match de sport.
Et Chris m'a dit non, les vacances, c'est du samedi au samedi. J'ai pas loué un camping non plus, il n'y a pas de souci. Non, tu parles le samedi. Et là, je me retrouve pour une fois à boire l'apéro avec mes potes à 500 km du lieu du tournage où je pouvais même plus, ça y est, retourner pour faire un saut, changer d'avis. J'ai pris l'apéro et pendant ce temps-là, tu te dis, il y a ma boîte qui tourne. Il y a des techniciens qui demandaient de l'autonomie, je leur en donne et ils sont contents de me montrer, regarde Maxence, la boîte peut tourner sans toi en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, et moi le premier, ont du mal à se dire, ils se rendent compte, ah mais en fait je suis pas indispensable à ma société en fait. Alors qu'au début tu faisais tout et là du jour au lendemain tu peux te dire en fait il faut voir ça comme une force en fait, se dire. Et là je suis avec des potes qui regardent le match, je dis ah mais c'est quoi, c'est quelle chaîne de télé? Donc la petite fierté. C'est ma Donc là je me fais chambrer en mode dis donc il y a moins de problèmes techniques quand t'es pas là. Et voilà, des choses comme ça de mon pote. Et à la fin du match, voilà, j'étais passé à table. Alors, j'arrêtais pas de dire je vais aux toilettes. Et puis, je regardais vite fait. Voilà. J'ai pas reçu de texto, tout va bien, bon, ça va. Et j'ai reçu un texto à 22h30 de Émilie, la directrice technique. Tout s'est bien passé, on range le matériel. Les techniciens, ils parlent comme ça. Voilà. Point barre. RAS, c'est ça. Et derrière, voilà. Et là, je me suis dit, on a step up. Je me suis éloigné de la technique. J'ai sué. Mais voilà. Et maintenant, je sais que je peux leur faire confiance. Et donc, en gros, c'est que si on veut faire évoluer la société, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Si au final, on peut garder le côté un peu artisanat. J'en connais des confrères qui disent, moi, je préfère quand même sur le live être réalisateur, cadré. C'est-à-dire que c'est très bien parce qu'ils font ce qu'ils aiment, mais si demain ils ont 2 lives en même temps, ils seront obligés de refuser un parce qu'ils n'ont pas 2 flottes qui auront développé. Donc il n'y a pas de stress en se disant il faut absolument toujours évoluer, il faut toujours en voir plus. Il faut se demander qu'est-ce qu'on aime en fait et comment on voit l'avenir de la société. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut réussir à prendre du recul sur ce qu'on fait. Je crois que notre rôle, c'est de faire en sorte que notre société, elle soit indépendante, qu'elle puisse vivre sans nous et que finalement, en fait, on aura réussi une fois qu'on servira plus à rien. La difficulté, c'est de lâcher le bébé, quoi. Vision, bien sûr. Nous, on est là pour guider, pour suivre des valeurs, une vision, des objectifs. Mais notre rôle, c'est presque d'être plus jamais dans l'opérationnel, quoi. C'est ça. Et de trouver des talents qui peuvent le faire à notre place et qui le feront mieux que nous tout seuls, quoi. Ouais. Et, voilà. Et c'est exactement ça. C'est ça aussi qui est ouf. C'est que au bout d'un moment, comme je vous disais, c'est qu'on se sent un peu indispensable. On se dit, c'est moi qui vais derrière la caméra parce que c'est moi qui fais le meilleur catch, je sais ce que je veux. Et puis là, on se dit, il faut plus que je touche à rien, je peux plus rien dire. Il faut accepter en fait que le projet que tu avais imaginé dans ta tête ne sera pas exactement le même. Tout à fait. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est dur. C'est dur, mais souvent, le résultat, c'est que c'est mieux. Et tu fais, ah ouais, mais ça, c'était une bonne idée. Mais c'est pas moi qui ai pensé, quoi. Ils ont eu raison. Enfin, tout est en lien avec, justement, l'importance que tu t'attribues à toi-même en disant, c'est moi qui vais avoir les meilleures idées, c'est moi. Et au final, se dire, oui, mais attends, en fait, quand on engage des techniciens compétents et qui font que leur mission, ils ont toute la journée pour te proposer les meilleures choses. Alors que toi, en tant que producteur ou entrepreneur, c'est que tu vas commencer un tournage, tu vas dire « cool, on est dans une bonne disposition » et là, il y a ton comptable qui va t'appeler, il y a ton banquier, il y a ci, il y a ça. Et donc, pour te concentrer, tu ne peux pas, en fait. Et comme tu dis, c'est ça qui est dingue, c'est que au début, tu as du mal à déléguer et tu as une personne... qui va te faire quelque chose 1000 fois mieux, qui va cadrer 1000 fois mieux. Et là, tu t'es dit, voilà, je rentre. Et encore faut-il bien s'entourer aussi. Notre entreprise, c'est notre bébé. Donc, du coup, voilà, on veut que les choses soient bien faites et tout. Et voilà, trouver justement, tu as employé le mot talent. Trouver les bons talents, c'est jamais facile. Il peut y avoir des déconvenus, etc. Et du coup, de lâcher prise, justement, c'est là où c'est vraiment compliqué, quoi. C'est la grande force des bons entrepreneurs, c'est de réussir à apprendre à travailler avec des gens qui sont meilleurs qu'eux, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça. Et accepter que oui, ils sont meilleurs et en fait c'est pour le bien qu'ils en veulent aussi, boîte. quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Et qu'ils comprennent les valeurs tout de suite pour vraiment se mettre dans le moule et se dire je veux faire évoluer autour de ta société, qu'ils soient partie prenante de la boîte. Ouais. Et qu'ils aient envie de la faire évoluer. Des fois, quand on monte une société où on y passe nuit et jour,
on a des fois du mal à comprendre que les personnes qu'on emploie, même si elles font bien leur boulot, n'ont pas plus d'implication dans la société. Tout à fait. Et ça, c'est un gros problème de beaucoup d'entrepreneurs. Et moi, le premier, en disant, mais attends, j'ai fait tel effort pour lui, et puis lui, au final, à la fin de ses 8 heures, il part. C'est ça. Voilà. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment, je pense, une erreur qui peut te bouffer, qui peut t'empêcher de manager, Et en fait, chaque personne est différente. Et bien sûr, il faut que la personne, justement, corresponde. Moi, au départ, comme on est dans la production, on doit être bon en communication, on doit être bon en technique, on doit être bon en finance, voilà. Et c'est vrai que quand on engage des techniciens, on va leur demander des fois de parler aux clients, donc il faut un peu de communication, on va leur demander d'être bon en technique, on va leur demander d'être C'est un peu polyvalent. Voilà, c'est ça. Et des fois, en fait, tu vas avoir de très bons techniciens, excellents, mais avoir des grosses difficultés pour s'adresser face aux clients, en fait. Et c'est tous ces choix au quotidien qui sont des fois un peu compliqués. Mais ce qui rend la richesse, j'ai rencontré des super techniciens qui te résolvent n'importe quel problème technique, donc ça t'amène une certaine sérénité, voilà. Mais sur d'autres choses, je sais que je vais pas pouvoir leur demander tel ou tel service. Et en fait, peut-être c'est lié à tout type de métier, ça. Okay. Mais c'est aussi à en tenir compte. Ouais, carrément. Parce que du coup, en plus, tu découvres ça sur le tas, donc faut rapidement changer de fusil d'épaule aussi quelque part, parce que surtout, tu le découvres sur le projet. Je pense surtout quand tu engages une nouvelle personne. Après, quand tu as l'habitude, tu sais, tu réajustes. Mais sur le moment, ça peut être... faut jongler, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut accepter de faire confiance à des personnes que tu connais pas. Et c'est vrai que c'est dur. Hein. Parfois, tu es là, qu'est-ce que je fais et souvent, quand même, généralement, moi, j'ai jamais eu vraiment de déconvenus. Et les seules fois où tu peux avoir des mauvaises surprises, c'est... quand tu regardes avec le recul, c'est souvent que tu n'as pas assez préparé la chose en amont. Ouais, exactement. Si tu prends le temps, j'en sais rien, par exemple, donc moi, ma structure, c'est, on va dire, une mini-agence. Donc, on est 4 personnes en interne et on s'entoure de freelance pour réaliser l'émission. C'est-à-dire que, par exemple, le tournage, j'ai une personne en interne qui s'en occupe parfois, mais la plupart du temps, ce sont des équipes freelance que je prends, voilà. Et c'est pareil pour le motion design, voilà, ce genre de choses, les ingé sons, tout ça. Faut absolument prendre le temps en amont. Là, je pensais j'ai envoyé un cadreur pour une petite interview à réaliser. Et j'ai pris le temps, on a parlé une demi-heure au téléphone, je lui ai dit la globalité, parce qu'en fait, c'était une interview dans un film global. Voilà, j'ai pris le temps de bien lui expliquer de quoi il s'agissait comme projet, de quoi j'avais besoin, voilà, de lui dire à l'oral tous les petits détails et de lui refaire un mail récap avec les détails dont on a parlé. Comme ça, il les a entendus et il les a lus. Et ça, c'est du temps, c'est très chronophage, mais c'est ce qui va faire que, en fait, le lendemain, il t'appelle, il dit ouais, c'est bon, j'ai pensé à ça. Ça prend du temps, mais c'était nécessaire justement. Exactement. Pour le... Et du coup, t'as pas de mauvaise surprise, quoi. Et c'est là où on doit être, en fait. C'est là notre force. C'est ça. Ouais. C'est ça. Super. Et du coup, donc, pour clôturer cet épisode, quelle serait votre recommandation pour une personne qui, justement, qui est passionnée de l'audiovisuel, qui veut se lancer dedans et puis, par la suite, monter sa propre boîte? Moi, je lui conseillerais de commencer tout de suite, vu qu'on a tous les outils avec nous. Donc, prendre son portable et commencer à filmer. Après, si c'est quelqu'un qui souhaite monter une structure, moi, si on parle un peu plus entrepreneuriat, je pense que ce que je conseillerais à un jeune entrepreneur, c'est de se former et d'avoir toujours ça un peu... moi, je me forme un peu tout au long de l'année. Ça peut être des mini-formations, des trucs sur Internet. Formation sur la technique, tu veux dire en fait, sur un peu tout. Tous les domaines qui va toucher. Donc, sur la technique, ça oui, parce que si tu veux être dans l'audiovisuel, il faut quand même que tu sois un peu technicien. Mais même ensuite, sur l'entrepreneuriat, sur tous les pans de l'entrepreneuriat, c'est important de s'informer et de se former régulièrement. Enfin, moi, c'est le conseil que j'aurais aimé avoir, tu vois, quand
quand je me suis lancée, même en freelance. Pareil, ouais. Voilà, j'avais pas du tout réalisé à quel point la formation un peu continue pouvait être bénéfique pour mon business. Soit une personne se dirige vers une carrière de technicien, soit comme nous, se dirige vers une création de boîte dans l'audiovisuel. Je dirais qu'il y a deux schémas différents. Pour le technicien, c'est bien d'avoir une vision sur tout, mais quand je dis technicien, et il y en a plein, que ce soit l'ingénieur du son, Bien sûr. que ce soit le motion designer, le graphiste, voilà, il y en a plein. Essayez de vous spécialiser au maximum. Ayez, bien sûr, une vision sur tout, parce que sur ce que font vos collègues, parce que quand on va travailler dans un tournage ou autre, on va être en lien avec l'électro, on va être en lien... travail d'équipe. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien d'avoir une vision globale, mais si vous voulez vraiment faire la différence, soyez bon dans une mission bien spécifique. Et là, tout le monde vous appellera. Parce que justement, c'est ce qu'on veut. Surtout nous, dans le live, on n'a pas le droit à l'erreur. On a besoin du meilleur technicien qui s'occupe des cabines de traduction, meilleur technicien pour les connexions duplex, meilleur technicien, voilà. Donc c'est ça que je voudrais que je dirais. Et pour la partie, on va dire, création d'entreprise, là, en effet, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le pan de l'audiovisuel descend les connaissances techniques, par exemple, qui étaient à 99% important dans le côté technicien. Là, avec tout ce qu'on s'est dit, descend à 15, 20% en fait. Parce que derrière, c'est plus nous qui sommes à l'opérationnel. Alors oui, on va devoir acheter des... Ouais, ça reste quand même important à mon avis parce que ça nous permet justement, étant donné qu'on a été technicien avant, on sait quand même de quoi on parle. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui fait qu'une boîte va être crédible ou pas. C'est aussi Enfin, je pense que toi comme moi, quand un client il nous a au téléphone, il comprend qu'on sait de quoi on est en train de parler. Quoi. Et il n'est pas en train d'avoir un commercial qui te vend un truc qui sait pas ce que c'est. Quoi. Oui, on va l'utiliser à 15-20%, mais c'est 15-20% hyper utile quand même. Et en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est qu'en fait, les 15-20% de comptabilité sont très utiles. Les 15-20% d'économie de finance sont très utiles. 15-20% de gérer un site internet. Voilà. Donc en fait, c'est ça le truc. C'est que oui, c'est que 20%, mais il faut être déjà à fond dans ces 20%. C'est vrai. L'avantage qu'on a, comme tu dis, c'est que nous, on est sortis justement, de par nos études et par nos expériences en tant que technicien, toi dans le montage et puis moi dans la caméra, ce qui fait qu'il y a une aisance. Et je pense que toi, par exemple, quand tu as une production, un client qui t'appelle, et de pas juste dire « Ah bah, il faut que je vois avec mon technicien pour savoir combien de temps ça va tourner, quelle caméra on va utiliser et tout ça », et c'est un gain de temps phénoménal, en fait, de pouvoir budgétiser rapidement parce qu'on a les compétences techniques. Donc, c'est vrai aussi que pour les personnes qui veulent derrière développer une entreprise, c'est pour ça que des fois, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont 20, 25 ans, d'étudiants qui veulent directement entreprendre. Mais franchement, de 20 à 30 ans, d'avoir énormément d'expérience, énormément de réseau aussi, de rencontrer des techniciens et tout ça, de faire plein de stages. Mais ça va éviter, je pense, énormément de bêtises une fois qu'on entreprend, en fait. Et déjà que même avec ça, on en fait quand même déjà pas mal. Donc voilà, c'est mon point de vue, mais d'être passé par la case technique avant de monter son entreprise, c'est un gain de temps phénoménal. Et puis derrière aussi, c'est que quand tu montes une société, tu vas faire appel aux banques, tu vas faire appel à des partenaires financiers qui vont te demander qui tu es, en fait. Et si tu sors de nulle part et que derrière, tu leur dis je vais être dans l'audiovisuel, beaucoup de gens ne vont pas te suivre, en fait. Alors que tu leur dis, voilà, ça fait 15 ans que je suis là-dedans, ou ça fait, j'exagère, 5-10 ans, j'ai vu qu'il y avait un filon, j'ai vu que, regardez, j'ai mon réseau, j'ai telle connaissance, c'est ma passion depuis 10 ans, beaucoup plus de gens aussi vont te suivre sur ton projet. Ouais, complètement. Je rebondis sur le réseau. Très important. Clairement, dans l'entrepreneuriat, bon là c'est en général quoi, mais vraiment avoir un réseau professionnel déjà bien fourni, enfin ça va être, c'est une aide incroyable. C'est la base quoi. Presque, presque. Oui. Et ça, peut-être qu'on le néglige justement quand on a 20-25 ans, qu'on sort des études, on se dit je vais y arriver, mais non. Mais le réseau, il est
primordial presque. Tout à fait. Enfin, c'est vraiment très important. Ouais. Et puis le temps aussi d'apprendre. Enfin, parfois, il y a aussi besoin du temps long, quoi, du temps d'apprendre, d'expérimenter, de se tromper, d'avoir des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, avec des grosses équipes, des petites équipes. Enfin, tout ça, c'est hyper enrichissant et c'est ce qui fait que derrière, on sera agile pour répondre à des demandes différentes de clients aussi. Carrément. Voilà. Bah, super, en tout cas, merci à tous les deux. C'était vraiment un plaisir d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis, on se retrouve à très vite pour une prochaine table ronde de Linkel. Bonne journée.